Bonjour, aujourd'hui on va présenter le modèle numéro 2 qui porte sur le thème analyse des politiques avec les modèles macroéconométriques. Ce module a comme objectif général l'initiation des participants à la construction et à l'utilisation de modèles macroéconomiques appliqués à une économie en développement. En dehors de cet objectif général, il y a les objectifs spécifiques suivants qui sont visés par ce module. Il s'agit pour les participants d'appréhender les différentes étapes d'élaboration d'un modèle macroéconomique, d'être en mesure de construire un modèle macroéconomique, de réaliser des prévisions à partir d'un modèle macroéconomique et enfin de faire des exercices de simulation et d'analyse de choix de politique économique. Alors, voilà donc les différents points qui vont être abordés dans ce module. Dans un premier temps, nous allons présenter les différentes étapes du processus de modélisation macroéconomique. Ça veut dire quand on va faire un modèle, par quoi on commence, quelles sont les étapes jusqu'à l'étape finale. Ensuite, nous verrons le contenu des modèles. Quand on parle d'un modèle, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un modèle? Donc, nous allons voir tous les ingrédients qu'on retrouve dans un modèle. Et ensuite, nous allons voir également comment se présente un modèle type. Ce qu'on entend par un modèle type, c'est-à-dire si on veut décrire, si on veut faire un modèle qui décrit une économie en développement dans ses différents secteurs, ses différentes parties, nous allons parcourir effectivement comment chaque secteur de l'économie peut être modélisé. Alors, une fois qu'on construit un modèle, avant de l'utiliser, on fait un exercice qui est un exercice d'évaluation, c'est-à-dire on va s'assurer que le modèle, effectivement, il fonctionne bien, il est performant. Et ça, on va le voir dans le quatrième point sur l'évaluation des modèles macroéconométriques. Et ensuite, un modèle macroéconométrique, on peut l'utiliser effectivement. On va voir comment on va l'utiliser, quel est l'objet, effectivement. Et ensuite, on va voir que ce modèle-là également, il doit faire l'objet d'une gestion. Et un modèle, pour donner une définition relativement simple, on peut dire qu'un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité économique. On dit également que le modèle, il est à l'économiste, ce que la carte est au géographe. Donc, quand on veut étudier l'économie, on va considérer un certain nombre de facteurs, de phénomènes, un certain nombre d'agents, qu'on appelle des agents représentatifs, comme les ménages, comme les entreprises, comme l'État, etc. Et on va voir comment ces agents-là se comportent et quelles sont les conséquences effectivement de leur comportement. Alors, pour les étapes maintenant de la modélisation, voilà, comment dire, voilà un peu ces étapes. Attendez, petit souci ici. Voilà. Pour les étapes, quand on construit un modèle, la première étape, c'est la spécification du modèle. C'est-à-dire, on écrit les équations. On écrit sous forme mathématique les équations, les différentes équations. Une fois qu'on écrit les équations, on a également le nombre de variables. Parce que dans une équation, comme on va le voir, il y a une variable endogène qui est expliquée et il y a un ensemble de variables exogènes. Une fois qu'on a écrit le modèle, on sait que ce modèle compte un nombre X, un nombre N de variables. Alors, la deuxième étape maintenant va consister à mettre en place la base de données. C'est-à-dire, il faut qu'on renseigne ces différentes variables-là. Pour chacune des variables, on a une série. Donc, puisqu'il s'agit d'un modèle macroéconométrique, la série doit être la plus longue possible. Alors, une fois qu'on a mis en place la base de données, l'étape suivante va consister à estimer. On va estimer les équations économétriques du modèle.
Alors, le modèle, c'est un système d'équations. Alors, ce système d'équations doit faire l'objet d'une résolution. Donc, ça veut dire qu'après l'estimation, on va passer à la résolution. C'est la résolution qui permet maintenant de donner, de montrer que le modèle a convergé. Ça veut dire que ce système-là a admis une solution et la résolution permet de calculer la valeur des variables endogènes. Alors là, avant maintenant d'utiliser le modèle, comme on l'a annoncé tout à l'heure, il y a une précaution à prendre. La précaution, c'est de s'assurer que le modèle il est performant. C'est-à-dire, par exemple, au lieu, avant de l'utiliser pour faire des prévisions dans le futur, on va voir si le modèle a été capable de répliquer les valeurs du passé. Et donc ça, il y a un certain nombre de critères sur lesquels on va revenir qui permettent maintenant d'apprécier les performances du modèle. Alors, si effectivement le modèle passe correctement ce test-là, cela veut dire qu'il est bon, il peut être utilisé. Alors, le modèle aussi, comment dire, c'est un modèle macroéconométrique. Il peut utiliser pour faire deux choses. Il peut être utilisé d'une part pour faire des prévisions et il peut être utilisé d'autre part pour faire ce qu'on appelle des variantes ou bien des analyses de chocs, soit des chocs liés à la politique économique, l'État qui décide d'agir sur des leviers, sur des variables de commande, ou des chocs liés à l'environnement, ça peut être l'environnement national ou l'environnement international. Et enfin, une fois qu'on a cet outil-là qu'on peut utiliser, il est nécessaire, selon une certaine fréquence maintenant, de revoir un peu tout ça. Par exemple, on a estimé un modèle il y a 5-6 ans. On sait que depuis les données, on a des nouvelles données, des données plus récentes. On sait qu'il se peut aussi qu'entre-temps, que l'environnement ait changé, qu'il y ait de nouveaux phénomènes. Et tout ça fait que le modèle doit faire l'objet d'une actualisation. Actualisation, donc en termes de base de données, en termes de révision également des équations pour qu'ils puissent continuer de refléter la réalité du moment. Alors, pour le contenu maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'un modèle? Dans un modèle, on a des équations. Et ces équations sont de deux types. Il y a d'abord les équations comptables. Les équations comptables, ce sont des équations qui expriment soit une définition ou un équilibre. Un exemple qu'on peut donner ici, c'est celui du revenu disponible du ménage. On sait que le revenu disponible du ménage, c'est la différence entre le revenu avant impôt moins les impôts directs. Donc ça, c'est un type d'équation comptable. Un autre exemple d'équation comptable, c'est une équation qui exprime un équilibre. Il s'agit de, par exemple, ici, l'exemple qui est retenu, c'est l'équilibre ressources-emploi. On sait que quand on est dans une économie ouverte, l'équilibre ressources-emploi, c'est l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. L'offre globale, c'est l'offre domestique et les importations, alors que la demande globale, c'est la demande intérieure, c'est-à-dire consommation et investissement public et privé, et la demande extérieure, c'est-à-dire les exportations. Alors, à côté des équations comptables, on a également des équations économétriques. Alors, ces équations économétriques, elles vont expliquer des comportements et elles sont fondées sur la théorie économique. Effectivement, l'économétrie effectivement permet de vérifier les théories. On peut avoir une théorie économique, mais pour pouvoir l'apprécier, pour voir dans quelle mesure elle est vérifiée dans les faits, on fait une estimation en utilisant des méthodes économétriques. Alors, un exemple qui est donné ici d'équation économétrique, c'est une fonction de consommation de type keynésien, où la consommation privée dépend du revenu disponible. Et la constante est généralement interprétée comme étant la consommation incompressible. Bon, ici, on a bien sûr fait exprès, hein, on a omis le résidu, mais comme vous le savez sans doute, dans une équation économétrique, il y a toujours un résidu.
parce que la théorie économique, en fait, est assez imparfaite. C'est-à-dire quand on veut analyser un phénomène, il y a des variables qui échappent toujours à l'économiste. Et c'est ce qui est capté par le résidu. Le résidu va capter également d'autres phénomènes liés aux données. Quand effectivement, il y a effectivement quelques soucis avec les données, là aussi, cela est capté par le résidu. Ici, donc, on a présenté une équation sans le résidu. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors des équations dans un modèle? Il y a les variables. Là aussi, on distingue d'abord les variables exogènes. Les variables exogènes, ce sont des variables qui ne sont pas expliquées par le modèle. Alors, ce sont des variables dont la valeur est donnée, est connue a priori. Ces variables exogènes, on peut également les catégoriser parce qu'une variable peut être exogène. Pourquoi? Parce que c'est une variable que le modélisateur ne peut pas modéliser, ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du domaine de l'économie. On peut donner l'exemple de la population. La population, ce sont les démographes qui peuvent effectivement maîtriser les déterminants de la population. Donc, ce n'est pas le domaine de l'économie, mais on sait que la population joue un rôle très important au niveau des phénomènes économiques. Un autre exemple qu'on peut donner, ce sont les conditions climatiques. Là aussi, la météorologie n'est pas du domaine de l'économie, c'est du domaine des météorologues. Alors qu'effectivement, les conditions météorologiques, climatiques également ont une forte incidence sur les acteurs économiques. Alors, certaines variables donc, qui ne sont pas du domaine de l'économie, l'économiste ne peut pas les expliquer et va leur donner le statut de variable exogène. Une autre catégorie de variables exogènes, cette fois-ci, ce sont des variables qui sont utilisées, qui sont manipulées par un agent tel que l'État. Là, on peut donner l'exemple de toute une panoplie de mesures de politique économique. C'est des variables sur lesquelles l'État peut agir pour atteindre tel objectif. Il s'agit par exemple des variables budgétaires, telles que les dépenses, différents types de dépenses publiques, ou les taux d'imposition. Il y a d'autres variables monétaires, le taux de change, etc. Alors, à côté des variables exogènes, nous avons aussi les variables endogènes. Ces variables endogènes, elles, par contre, sont expliquées par le modèle. C'est ce qu'on retrouve au niveau de chacune des équations. Donc, la variable qui est à gauche d'une équation est donc généralement une variable endogène. Et l'autre particularité de ces variables endogènes, c'est que aussi, elles vont indiquer la taille du modèle. Alors, la taille du modèle dépend du nombre de variables exogènes. Si dans un modèle, on a un nombre élevé de variables exogènes, endogènes, pardon, là, on a un modèle de grande taille. Aujourd'hui, vous avez des modèles même internationaux qui font plusieurs milliers d'équations. Alors, vous avez d'autres modèles qui font juste quelques centaines d'équations et d'autres petits qui font juste quelques dizaines, voire même après une dizaine d'équations. Ça, ce sont des petits modèles. Alors, on a également les paramètres en dehors des équations et des variables. Alors, la valeur de ces paramètres, elle est obtenue par l'estimation économétrique. Et ces paramètres, ils ont la particularité de ne pas avoir une dimension temporelle. Alors, voilà un peu, si on devait schématiser un modèle macroéconomique, un peu à quoi ça ressemble. C'est ce que décrit le schéma. Nous avons les variables exogènes qui ne sont pas calculées par le modèle. Dans ces variables exogènes, on retrouve des variables démographiques, des variables d'environnement international, des variables de politique économique. Nous avons les équations qui sont de deux catégories, les équations comptables et les équations économétriques. Ces équations économétriques vont faire l'objet d'estimation et c'est là qui permet de calculer la valeur des paramètres.
Et nous avons maintenant ce qu'on peut appeler l'output du modèle, c'est-à-dire ce que le modèle va nous donner, va nous livrer comme résultat. Et il s'agit du calcul de la valeur des variables endogènes. Et dans un modèle macroéconométrique, très souvent, ce qu'on a comme variables endogènes, ce sont des agrégats tels que le PIB, tels que la consommation privée, l'investissement privé, tels que les prix, l'emploi, d'autres variables de balance de paiement, etc. Alors, pour le modèle maintenant type d'une économie en développement, c'est un modèle dans lequel on va retrouver des blocs. Un bloc, c'est quoi? Un bloc, c'est un groupe homogène d'équations. Alors, on aura donc les blocs suivants. On aura le bloc de la demande. Dans ce bloc, on va retrouver les différentes composantes de la demande. On a également le bloc de l'offre. Là aussi, c'est dans ce bloc que l'offre est modélisée. On a ensuite le bloc de l'emploi, où il y a une modélisation de l'emploi. Le bloc des prix. Nous avons également le bloc des finances publiques. C'est là où on décrit surtout le comportement de l'État. On a également le bloc qui va décrire le secteur bancaire, le secteur monétaire, et enfin le bloc de la balance des paiements qui va décrire le secteur extérieur ou bien les opérations entre l'économie nationale et le reste du monde. Alors pour le bloc de la demande, on a les composantes suivantes. On a la consommation, mais ici on précise qu'il s'agit de la consommation privée, parce que la consommation publique va être analysée au niveau du bloc des finances publiques. Nous avons l'investissement, mais là aussi, il s'agit plutôt de l'investissement privé. Ensuite, nous avons les exportations et enfin les importations. Alors, chacune de ces composantes va faire l'objet effectivement d'une modélisation. Alors, pour la consommation privée, voilà un peu l'allure d'une équation de la consommation privée dans un pays en développement. Alors, les déterminants qu'on retrouve le plus souvent dans la littérature de la consommation privée dans un pays en développement, c'est d'abord le revenu disponible. Donc là, je précise qu'il s'agit de l'approche keynésienne. Parce que la consommation est expliquée par le revenu, mais il y a différentes façons de mesurer le revenu. Alors ici, il s'agit du revenu absolu. Alors que on retrouve d'autres mesures du revenu, comme le revenu permanent, avec l'approche développée par Friedman. On peut retrouver également le revenu relatif, avec l'approche développée par Duesenberg. Et dans la littérature, comme on dit, parmi ces mesures, celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est le revenu absolu, et donc l'approche keynésienne. Alors, ce revenu absolu, vous voyez en bas, il y a un signe plus, ça veut dire que l'influence du revenu sur la consommation privée est positive. Autrement dit, si le revenu disponible augmente, la consommation privée aura tendance à augmenter. Alors, ensuite, deuxième variable, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il s'agit du taux d'intérêt réel. Bon, là, c'est l'approche néoclassique, parce que selon l'approche néoclassique, le taux d'intérêt est un des déterminants à la fois de l'épargne et de la consommation. Mais ici, vous voyez bien qu'il y a à la fois un signe positif et un signe négatif. Cela veut dire que la variation du taux d'intérêt peut agir positivement comme elle peut agir négativement sur la consommation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle un effet revenu et un effet de substitution. Alors, l'effet revenu, c'est quoi? L'effet revenu, si le taux d'intérêt augmente, certains ménages peuvent se dire que, voilà, moi j'ai des dépôts, ces dépôts vont être mieux rémunérés, donc demain, je vais voir mon revenu augmenter, et anticipant cette augmentation de revenus, ils vont dès maintenant augmenter leur consommation. Donc, vous voyez bien, dans ce cas-là, une augmentation du taux d'intérêt va agir positivement sur la consommation.
Mais tous les ménages n'ont pas le même type de comportement. D'autres ménages peuvent se dire que le taux d'intérêt, c'est une récompense, ça rémunère l'épargne. Et l'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est la renonciation à la consommation. Et le taux d'intérêt apparaît comme ici une sorte de récompense à cet effort d'épargne. Alors, l'idée donc est que pour certains épargnants, si le taux d'intérêt augmente, ça veut dire que c'est une incitation à épargner. Et épargner, ça veut dire réduire sa consommation. Alors, vous voyez bien donc ici, le taux d'intérêt, son action sur la consommation va être négative. Alors, au total, tout dépendra maintenant de l'importance relative de ces deux effets. Si c'est l'effet de revenu qui est dominant, l'impact sera positif sur la consommation. Mais si c'est l'effet de substitution qui est dominant, l'impact sur la consommation sera négatif. Alors, une autre variable maintenant qui explique la consommation, c'est le taux de dépendance. Le taux de dépendance, le taux de dépendance, c'est le rapport entre les actifs et les inactifs. Alors, les inactifs, c'est quoi? C'est la partie de la population la plus jeune et aussi la plus âgée. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont trop jeunes pour pouvoir travailler et gagner un revenu et qui sont dépendants des autres. C'est par exemple les enfants qui sont à l'école et effectivement qui sont à la charge de leurs parents. Ou bien des personnes âgées, donc qui sont des seniors, qui ont dépassé les 65 ans et effectivement qui ne sont plus actifs. Alors, donc plus la proportion des inactifs par rapport aux actifs, c'est-à-dire la population active est élevée, plus la pression sur la consommation sera élevée. Parce que ce sont des personnes qui consomment, mais effectivement qui n'ont pas de revenus ou très peu de revenus. Alors, ce taux de dépendance donc, a tendance à agir positivement sur la consommation privée. Et l'autre variable, c'est une variable qui représente le patrimoine ou le portefeuille ou la richesse. Mais comme vous pouvez l'imaginer, bon, dans les pays en développement, dans les pays africains en particulier, ce type de données n'est pas toujours disponible parce que la comptabilité nationale des pays africains ne publie pas des comptes de patrimoine. Alors, c'est pourquoi, bon, il y a très peu de travaux, en tout cas appliqués à des pays africains où on le retrouve, où certains auteurs se limitent à la partie financière ou monétaire, c'est-à-dire vont capter uniquement les actifs financiers mesurés par la masse monétaire. Donc, certains utilisent la masse monétaire M2, par exemple, pour effectivement refléter le patrimoine ou cet effet de richesse qui également a une incidence sur le comportement de consommation des ménages. Alors, autre équation, c'est l'investissement privé. Alors, l'investissement privé, là aussi, obéit à beaucoup de déterminants. Là aussi, on a la première variable, c'est-à-dire la variation du PIB ou de la demande, hein, qui mesure ici l'effet accélérateur. Là aussi, c'est l'approche keynésienne, hein, qui consiste à considérer que si les entreprises anticipent une augmentation de la demande qui leur est adressée, pour répondre à ces demandes, ils auront tendance à augmenter leur capacité de production et donc ils auront tendance à investir. Ensuite, nous avons l'écart de production, c'est-à-dire que c'est l'écart entre la production observée et la production potentielle. Ça aussi, c'est une variable qui reflète un peu l'état de la demande. Alors, si effectivement cette variable-là augmente, là aussi, l'incidence sur la consommation, cette incidence effectivement est positive. Nous avons également le crédit à l'économie, mais ici, je rappelle, là, il y a un petit souci. Il ne devait pas y avoir plus ou moins, il devait y avoir uniquement un plus. Hein. Là, c'est une coquille. Hein. Alors, là, pourquoi d'abord on a mis le crédit en variation? Parce que le crédit est un stock, alors que l'investissement est un flux.
Alors, donc, dans une équation de ce genre, on doit effectivement avoir la même échelle, c'est-à-dire mesurer de la même manière les variables. On ne peut pas mesurer l'une, la variable endogène en flux, et considérer une autre variable ici qui est mesurée en stock. Alors, c'est pourquoi on va transformer le stock en flux en prenant la différence première. Et là, c'est une variable qui représente les conditions de financement. Certaines études prennent au lieu du crédit, par exemple, le taux d'intérêt, qui est le coût du financement. Mais généralement, en Afrique, ce qu'on considère, c'est plus la disponibilité du crédit qui pose problème, beaucoup plus que le coût du crédit. Alors, plus ce crédit est disponible, plus l'incitation à investir sera forte. Ensuite, autre variable, c'est l'investissement public. Par contre, ici, il y a bel et bien les deux signes, positifs et négatifs, qui reflètent quoi? Qui reflètent deux phénomènes, soit un phénomène d'éviction, soit un phénomène d'attraction. Le phénomène d'éviction, c'est quand les dépenses publiques vont chasser les dépenses privées, quand l'État va prendre la place du secteur privé. Par exemple, quand l'État investit dans le secteur marchand, il le fait au détriment du secteur privé. Là, l'effet va être négatif. Par contre, quand l'État investit dans les biens publics, quand l'État améliore les infrastructures, quand l'État investit dans l'éducation, la santé, là, effectivement, les infrastructures physiques, là, l'État, effectivement, va améliorer l'environnement pour le secteur privé. Et donc, ce type d'investissement est de nature à favoriser effectivement l'investissement privé. Il y a également la dette publique. Ici aussi, on a à la fois un signe positif et un signe négatif, alors qui reflète aussi le fait que la relation n'est pas linéaire. Autrement dit, pour des niveaux de dette publique assez faibles, la relation va être positive, parce que la dette publique permet à l'État de trouver des ressources et de financer des programmes d'investissement, par exemple. Tant que cette dette est à un niveau soutenable, ça va avoir une incidence positive sur l'environnement économique, donc sur l'investissement privé. Mais par contre, si ce niveau d'endettement dépasse un seuil critique et l'État en question, par exemple, devient surendetté, là, il y a des effets pervers. Alors, il aura tendance d'abord, par exemple, pour rembourser sa dette, à augmenter les impôts, par exemple, et tout cela va décourager effectivement le secteur public qui va revoir à la baisse son programme d'investissement. Alors, il y a pour le secteur extérieur les exportations. Ces exportations peuvent être modélisées de deux manières. D'abord, en modélisant les exportations totales. Et là, on a une fonction d'offre, comme celle-là, où les exportations vont dépendre de deux variables. D'une part, une variable qui va refléter les capacités de production, donc des biens exportables, et une autre variable qui va mesurer effectivement les prix relatifs ou la compétitivité, ou bien même la rentabilité des exportations. Alors, quand on a ce type de spécification, il y a deux hypothèses qui sont retenues. L'une, c'est l'hypothèse du petit pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on considère que le niveau des exportations n'a pas d'impact sur les prix mondiaux. Où le pays a une taille tellement petite par rapport au marché mondial que, effectivement, ces exportations ne pourront pas avoir pour conséquence une hausse, une baisse, une variation des prix mondiaux. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse d'élasticité de la demande infinie. Ça veut dire que le marché mondial est en mesure d'absorber tout ce que le pays exporte. Quel que soit le niveau des exportations, le marché mondial n'aura pas de difficulté pour les absorber. Alors, une autre approche maintenant, différente de l'approche globale ou de l'exportation totale, va consister à décomposer les exportations. C'est-à-dire qu'on regarde
au niveau des exportations, quels sont les principaux produits, quels sont les produits phares. Et on va les isoler et on va maintenant modéliser chacun de ces principaux produits. Alors ici, nous illustrons en prenant le cas du Sénégal. Au Sénégal, les principaux produits à l'exportation sont les suivants. Il y a des produits arachidiers, il y a des produits pétroliers, il y a les produits de la pêche, il y a les produits, effectivement, des phosphates ou des dérivés, c'est-à-dire les phosphates qui sont une partie exportée à l'état brut et une autre partie est transformée, notamment pour produire des produits chimiques. Alors, du côté des importations, on a également le même type d'approche. Ça veut dire que dans un premier temps, on peut modéliser les exportations globales. Hein, et là également, on a deux variables qui vont expliquer les importations. D'une part, le niveau d'activité domestique et d'autre part, les prix relatifs, c'est-à-dire la compétitivité. Là aussi, comme pour les exports, il y a deux hypothèses. La première, toujours, c'est l'hypothèse du petit pays. Mais ici, ce que ça signifie, c'est que le niveau des importations de ces pays ne va pas avoir une influence sur les prix mondiaux. Quel que soit le niveau d'importation, ça ne fera pas varier les prix mondiaux. Et la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'offre infinie. Là aussi, on considère que le marché mondial est en mesure de répondre aux importations exprimées par ces pays, quel que soit le niveau. Pour les importations, là également, on peut avoir une approche en termes de décomposition ou de déglobalisation. Ici, il s'agira d'identifier effectivement les principaux produits à l'import ou les produits phares. Là aussi, nous illustrons avec le cas du Sénégal, où on a ici les principaux produits à l'import, qui sont soit des biens d'équipement, soit des biens intermédiaires, soit des produits céréaliers ou des produits pétroliers. Voilà donc pour ce premier bloc qui est celui de la demande. On fait une petite pause pour poursuivre avec les autres blocs.